Les harkis désignent les Algériens qui, durant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962, ont fait partie d'une unité supplétive au sein de l'armée française. On estime à au moins 200 000 Algériens qui auraient été supplétifs à un moment donné de la guerre entre 1954 et 1962. Le terme harki est un mot arabe qui signifie mouvement, se déplacer. C'est un terme qui ne naît pas durant la guerre d'Algérie, mais qui a déjà été employé, utilisé au XIXe siècle, au XXe siècle, pour désigner des combattants, soit durant l'Empire ottoman, ou soit au Maroc ou en Algérie. Durant la guerre d'Algérie, il n'y a pas que des Algériens qui sont supplétifs ou harkis. On retrouve aussi des Algériens qui font leur service militaire en tant qu'appelés ou qui sont engagés dans l'armée française. Le terme harki est un terme générique qui désigne en réalité une multitude de formations supplétives. On y retrouve bien entendu les harkis, qui est la catégorie la plus nombreuse, mais aussi les morazni ou les mogazni, les groupes mobiles de police rurale ou les groupes mobiles de sécurité, les RSS et les groupes d'autodéfense. Le terme harki a été employé à partir de la fin de la guerre d'Algérie, autour de l'année 62, pour désigner de manière générique l'ensemble de ces formations. L'armée française recrute massivement des Algériens comme supplétifs pour éviter qu'une grande partie d'entre eux ne rejoignent finalement les maquis de l'ALN, du fait de leur connaissance du terrain aussi, à la différence des appelés, qui ne connaissent pas du tout le terrain algérien, et enfin pour éviter aussi des pertes humaines dans la catégorie des appelés, d'autant plus qu'à la fin de la guerre, cette guerre devient de plus en plus impopulaire. Des Algériens deviennent harkis pour différentes raisons, certains pour sauver leur vie, puisque durant la guerre d'Algérie, la neutralité n'existe pas. Pour d'autres, ce sont des engagements claniques, liés à la communauté villageoise, à la tribu, à la famille qui choisit un camp ou un autre. Et vous avez aussi une multitude de facteurs, sauver sa vie, désir de vengeance suite à l'assassinat d'un membre de sa famille, ou bien entendu aussi des réseaux économiques pour subvenir à ses besoins. Mais le contexte de violence est vraiment très important pour comprendre l'engagement ou l'enrôlement d'Algériens dans une formation de supplétifs. Les harkis ont différentes fonctions durant la guerre d'Algérie. Certains sont dans des unités combattantes, ils font partie de commandos de chasse par exemple. D'autres ont des fonctions plutôt de patrouille, de surveillance dans des villages. Et enfin, vous pouvez retrouver des harkis qui ont été recrutés comme cuisiniers, comme terrassiers ou comme maçons. La très grande majorité des harkis sont sur le territoire algérien. Mais il existe aussi des supplétifs ultra minoritaires qui ont été aussi recrutés et envoyés dans la région parisienne au sein de la force de police auxiliaire. Après la proclamation du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, pour l'État français, les harkis doivent rester en Algérie. Ils sont considérés comme des futurs citoyens algériens et ne sont plus considérés comme des Français. Parmi l'ensemble de ces harkis et de leurs familles, une minorité s'installera en France, arrivera à se réfugier dans les différents camps de transit comme Rivesaltes. Une autre partie de ces familles de harkis vont être victimes de représailles, de violences, et certains de ces harkis vont être emprisonnés ou internés dans des camps. Et enfin, vous avez une partie encore de ces harkis, de leurs familles, qui vont s'insérer ou se réinsérer dans la société algérienne indépendante. Concernant les victimes de ces représailles, de ces violences en 1962, nous n'avons aucune estimation précise. Je me rappelle, celui qui dirigeait la réunion, c'était le leadership, et il nous avait dit, maintenant il est temps de rejoindre le maquis pour lutter contre le colonialisme. J'ai quitté la salle comme tout le monde et j'avais réfléchi. J'ai dit, il est hors de question que je rejoigne le MNA et le FLN. Moi, mes parents, ils ont toujours été au service de la France. Franchement, je me voyais mal aller lutter contre on peut dire, les Français, contre mes amis. Et mon père, donc, il connaissait tous les systèmes. Il a dit à mon frère, comme mon frère c'était un naïf, il est mort l'année dernière, vous voyez, il est mort à 79 ans. Et il a voyé que c'était un naïf, il a dit, écoute,
Moi, je connais l'armée. La guerre s'est déclenchée. Il a dit, va intégrer ta place, tu vas gagner un salaire. J'ai allé entre le 26 et le 27. Donc, je l'attends, soit qu'il sort, soit qu'il rentre. Et là, c'est pour me remettre un billet et ramener à mon père. Au fil des années, au fil des mois, j'ai trop été avisé parce que ce n'est plus question des billets que je ramène à mon père. C'était question des renseignements que j'ai amenés à mon frère. Alors donc j'étais vraiment la cible où de jour au lendemain je serais disparu. Et puis c'est là que moi je me suis posé des questions. Et puis je dis, là maintenant je suis connu, je suis vu. Donc il ne faut pas reculer, il faut foncer, il ne faut plus faire la liaison de cette façon parce que c'est un danger pour moi. Alors c'est pour ça que j'ai forcé l'allure pour intégrer l'armée. J'ai ma mère qui, par la FLN, il était engagé par la FLN, j'ai ma soeur qui était tuée par les Français. Et j'ai commencé à réfléchir et tout ça. Ceux qui étaient avec les Français, ils me disaient méfie-toi, ils pensent qu'ils étaient travaillés avec les gens de la FLN. Et ceux qui étaient avec les gens de la FLN, ils me disaient méfie-toi, ils pensent qu'ils étaient travaillés avec les Français. Comme j'ai vu que j'étais entre les deux, j'avais un cousin qui sont venus le chercher, les gens de la FLN, ils l'ont tué. J'ai dit il faut mieux que je ne reste pas ici. J'ai demandé un laissez-passer et je suis allé à Bellecour. J'attendais parler qu'il y ait un bureau qui engageait les gens pour venir ici dans la force de police auxiliaire. Je crois 15 jours ou un mois après, j'avais la réponse pour que je passe, je crois, la visite, je ne me rappelle pas, le billet, et je suis venu ici en France. Après, ils m'ont amené dans le village où j'exerçais. Quand je suis arrivé, il faisait chaud, très chaud, des pieds nus. Il m'avait présenté à la population. Tout le monde m'attendait. Tout le monde venait me cracher sur la figure. Tout le monde venait me tabasser. Tout le monde me jetait des cailloux. C'était le... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je préfère mieux n'y pas y penser parce que c'était... Je ne sais pas, hein. Moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai connu l'enfer. Ils m'ont fait rentrer dans une autre pièce. Qu'est-ce que j'aperçois? Tous les éléments de torture que la France avait laissés sur place. Ils m'ont bien attaché. Après, ils ont commencé à me torturer au courant 120. Et c'était tous les jours comme ça. Tous les jours.